Et si le désert n'était pas un échec, mais simplement une question que l'on n'a jamais osé poser correctement? Et si le Sahara algérien, longtemps décrit comme un espace vide, hostile, condamné à l'attente, n'était en réalité qu'une immense page blanche, encore intacte, prête à accueillir une nouvelle manière de penser le développement, la dignité et la puissance? Aujourd'hui, loin des capitales et des discours abstraits, à Bouda, dans la wilaya d'Adrar, 5 entreprises algériennes ont décidé de regarder le sable autrement. Elles n'ont pas brandi des promesses spectaculaires ni des slogans faciles. Elles ont fait un choix beaucoup plus exigeant, celui de s'enraciner. Là où beaucoup ne voient que sécheresse et silence, elles ont vu une opportunité de réécrire la relation entre l'homme algérien et sa terre, en commençant par un geste simple mais radical. Planter, observer, apprendre, recommencer. Le vent du désert souffle, le paysage s'étend à perte de vue, et quelque chose de presque imperceptible commence à changer. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, prends un instant. Si tu penses, toi aussi, que la souveraineté ne se décrète pas depuis un pupitre mais qu'elle se construit patiemment, mètre carré après mètre carré, alors soutiens cette vision. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Alger de demain et partage-la autour de toi pour que cette idée circule, de foyer en foyer, de génération en génération. Et surtout, participe activement. Écris simplement « souveraineté » en commentaire si tu crois que cette terre, même aride en apparence, peut nourrir l'avenir de l'Algérie. Parce que chaque mot, chaque interaction, chaque prise de position compte dans cette bataille silencieuse pour redonner du sens à notre sol et à ce que nous choisissons d'y bâtir. Le désert est trop souvent raconté comme une condamnation. Une erreur de la géographie. Une punition infligée à ceux qui y vivent, comme si la nature avait décidé, seule, de limiter l'horizon humain. On parle du Sahara avec des mots lourds, aridité, isolement, impossibilité. On le décrit comme une frontière infranchissable pour l'agriculture, pour l'innovation, pour la vie elle-même. Pourtant, une question s'impose, lente et dérangeante. Depuis quand la Terre décide-t-elle, à elle seule, de ce que l'homme peut devenir? Depuis quand le climat écrit-il définitivement le destin d'un peuple? Sous le sable du Sahara algérien, il n'y a pas que des nappes fossiles, ni uniquement des ressources minières ou énergétiques que l'on extrait avant de partir. Il y a quelque chose de plus profond, de moins visible, mais de fondamental, une mémoire. Une mémoire ancienne, enfouie dans le sol autant que dans les pratiques humaines. Celle des civilisations sahariennes qui ont compris, bien avant l'ère industrielle, que survivre ici ne passait pas par la domination brutale de la nature, mais par son écoute attentive. Elles savaient que l'eau devait être respectée avant d'être utilisée, que la terre devait être comprise avant d'être exploitée, que le vivant ne se force pas, il s'accompagne. Le désert n'a jamais été vide. Il a simplement exigé plus d'intelligence, plus de patience, plus d'humilité. Les Ksours, les Fogaras, les Palmeraies n'étaient pas des miracles, mais des réponses fines à un environnement exigeant. Elles prouvaient déjà que l'aridité n'est pas l'ennemi de la vie, mais un filtre sévère qui élimine les projets superficiels et ne laisse subsister que ceux capables de durer. Cette mémoire-là, longtemps ignorée au profit de modèles importés, commence aujourd'hui à refaire surface. À Bouda, dans la wilaya d'Adrar, le projet de forêt pédagogique ne démarre pas par un geste spectaculaire. Il ne commence pas par l'illusion de verdure immédiate ni par des chiffres destinés à impressionner. Il commence par une interrogation silencieuse, presque intime, que voulons-nous transmettre à ceux qui viendront après nous? Quelle relation voulons-nous leur léguer avec cette terre saharienne? Une relation de fuite, de résignation, ou une relation de compréhension et de responsabilité? Ici, la terre n'est pas considérée comme une simple ressource à épuiser avant de se tourner ailleurs. Elle est envisagée comme un partenaire exigeant, qui impose ses règles mais offre, en retour, une leçon rare, celle de la durée. Ce projet s'inscrit dans un temps long, celui qui dépasse les mandats, les effets d'annonce et l'urgence médiatique. Il repose sur l'idée que la dignité nationale se construit aussi dans la manière dont un pays traite ses espaces les plus difficiles, non pas comme des marges oubliées, mais comme des fondations possibles. Et à mesure que cette réflexion s'enracine, une autre évidence apparaît. Penser la terre autrement, c'est aussi accepter que le futur de l'Algérie ne se jouera pas uniquement dans les bureaux ou les ports, mais aussi ici, dans ce silence minéral, là où chaque décision engage des décennies. Cette prise de conscience ouvre naturellement la voie à une autre dimension du projet, plus concrète, plus technique, où la méditation laisse place à l'expérimentation, et où la question du « comment » devient aussi cruciale que celle du « pourquoi ». Ici, rien n'est laissé au hasard, parce que le désert ne pardonne pas l'improvisation. Chaque décision est pensée, mesurée, confrontée à la réalité d'un environnement extrême qui ne tolère ni l'approximation ni l'illusion. L'eau, dans ce projet, n'est pas un simple intrant agricole que l'on consomme sans compter. Elle est observée, suivie, respectée. Chaque litre devient une donnée, chaque circulation une information précieuse. Une lagune artificielle a été conçue comme le centre nerveux du site, un véritable cœur hydraulique autour duquel tout s'organise.
Elle permet non seulement de stocker et de redistribuer l'eau, mais aussi de comprendre son comportement, son évaporation, sa réutilisation possible. Dans un pays où l'eau est une question de sécurité nationale, cette gestion rigoureuse n'est pas un détail technique, c'est un acte de souveraineté. L'énergie, elle aussi, obéit à une logique radicalement différente. Ici, on ne dépend pas de réseaux lointains ni de solutions importées à grands frais. Le soleil saharien, souvent décrit comme une contrainte insupportable, devient un pilier stratégique. Il alimente les installations, rend le site autonome et transforme une contrainte climatique en avantage structurel. Les panneaux solaires ne sont pas un symbole écologique de façade, mais un outil concret pour prouver qu'un modèle agricole saharien peut être énergétiquement indépendant, durable et reproductible. Cette autonomie change tout, car elle libère le projet des dépendances invisibles qui fragilisent tant d'initiatives ailleurs. Autour de cette infrastructure, la technologie joue un rôle central, mais jamais ostentatoire. Des capteurs mesurent l'humidité des sols, la salinité, la résistance des substrats, la réaction des plantes aux variations thermiques. Ces données, accumulées jour après jour, forment une base de connaissances précieuses pour les chercheurs, les étudiants et les ingénieurs algériens. Ce qui se construit ici dépasse largement le cadre d'un simple espace vert. Ce n'est pas une forêt décorative destinée à rassurer les consciences ou à produire de belles images. C'est une expérience scientifique à ciel ouvert, où chaque arbre planté devient une hypothèse, chaque croissance un indicateur, chaque dépérissement une information à analyser. Dans ce laboratoire du futur, l'échec n'est pas dissimulé. Il est étudié, compris, intégré. Une espèce qui ne résiste pas n'est pas un revers médiatique, mais une leçon précieuse sur les limites du vivant dans ces conditions extrêmes. Une espèce qui s'adapte devient une piste pour repenser l'agriculture saharienne à grande échelle. Cette approche tranche radicalement avec les projets importés clés en main, souvent conçus pour d'autres climats, d'autres sols, d'autres réalités humaines. Ici, l'Algérie ne copie pas, elle expérimente. Elle fabrique ses propres modèles, adaptés à sa géographie, à son climat, mais surtout à sa vision de la souveraineté. Car au fond, ce laboratoire n'est pas seulement technologique. Il est politique au sens noble du terme, celui qui interroge la capacité d'un pays à produire son propre savoir. Mais aussi performantes soient-elles, ces technologies resteraient inertes sans les femmes et les hommes qui les animent. Derrière chaque capteur, chaque panneau solaire, chaque système d'irrigation, il y a des consciences en formation, des regards qui apprennent à lire le désert autrement. Et c'est précisément là que le projet change de dimension, car la science, lorsqu'elle est portée par une jeunesse engagée, cesse d'être abstraite pour devenir une force de transformation réelle. Dans cette forêt en devenir, ce ne sont pas seulement des arbres que l'on voit pousser lentement sous le soleil saharien. Ce que l'on observe surtout, ce sont des trajectoires humaines en train de se redessiner. Des étudiants, des chercheurs, des ingénieurs algériens viennent ici non pas pour apprendre à partir, mais pour apprendre à rester autrement. Ils ne considèrent plus le Sahara comme un arrière-plan figé ou une simple contrainte géographique. Ils le regardent comme un espace à comprendre, à interroger, à travailler en profondeur. Pour beaucoup d'entre eux, ce lieu marque une rupture silencieuse avec une idée longtemps ancrée, celle selon laquelle la réussite passerait forcément par l'exil. Ici, le Sahara cesse d'être une ligne abstraite sur une carte scolaire. Il devient une salle de classe sans murs, un laboratoire grandeur nature, un espace où la théorie est immédiatement confrontée à la réalité. Chaque journée sur le site apporte son lot de questions concrètes. Pourquoi telle espèce réagit-elle mieux que telle autre? Comment le sol évolue-t-il après plusieurs cycles d'irrigation contrôlés? Que se passe-t-il lorsque la température dépasse certains seuils critiques? Ces interrogations ne trouvent pas toujours de réponse immédiate, et c'est précisément ce qui fait la richesse de l'expérience. L'erreur n'est plus vécue comme un échec personnel, mais comme une étape nécessaire de l'apprentissage. Dans ce cadre, on apprend à penser sur le long terme, ce qui est peut-être l'exercice le plus difficile dans un monde dominé par l'urgence et l'instantanéité. Le désert impose son rythme. Il rappelle que certaines transformations exigent des années, parfois des décennies. Les jeunes qui s'engagent dans ce projet découvrent que bâtir quelque chose de durable ne se mesure pas en semaines ni en cycles médiatiques, mais en saisons, en racines, en sols qui évoluent lentement. Cette temporalité forge une autre relation au travail, à la responsabilité et à l'idée même de progrès. La forêt pédagogique de Bouddha ne promet pas des miracles immédiats. Elle ne vend pas de rêves faciles ni de succès garanti. Elle propose quelque chose de beaucoup plus rare et plus exigeant, une culture de la résilience. Une culture où l'on accepte les contraintes sans s'y soumettre, où l'on apprend à ajuster plutôt qu'à renoncer, où chaque difficulté devient une invitation à innover plutôt qu'un prétexte à l'abandon. Cette approche façonne une génération consciente que la puissance agricole mondiale ne se décrète pas à coups de discours, mais se construit patiemment, à travers la science, l'observation et l'enracinement. À mesure que les arbres grandissent, que les données s'accumulent et que les compétences locales se renforcent, une transformation plus profonde s'opère.
Ces jeunes ne se contentent pas d'appliquer des modèles existants, ils participent à en créer de nouveaux, adaptés aux réalités algériennes. Ils deviennent les médiateurs entre le savoir académique et la terre, entre la technologie et le vivant. Et inévitablement, une question commence à émerger, presque naturellement, à la croisée de toutes ces expériences. Si une nouvelle génération est capable de réinventer sa relation au désert, jusqu'où l'Algérie est-elle prête à aller pour soutenir, amplifier et généraliser cette dynamique à l'échelle du pays? Si le désert peut devenir un laboratoire, si le Sahara peut enseigner plutôt que simplement résister, alors une question s'impose avec une force nouvelle. Qu'est-ce qui empêche réellement l'Algérie de redéfinir son rôle dans l'équilibre mondial? Pendant longtemps, le pays a été regardé, et parfois s'est regardé lui-même, à travers le prisme étroit de la rente. Une économie dépendante de ce qui sort du sous-sol, exporté brut, consommé ailleurs, pendant que l'essentiel des décisions stratégiques semblait se jouer hors du champ visible de la terre elle-même. Ce projet de forêt pédagogique, à Bouddha, vient perturber silencieusement cette lecture. Il ne crie pas sa différence, il l'incarne. Car ce qui se joue ici dépasse largement la question écologique ou agricole. Ce n'est pas une initiative isolée, encore moins une curiosité locale destinée à être citée puis oubliée. C'est un signal faible, mais profondément structurant, d'un pays qui commence à se penser autrement. Un pays qui explore la possibilité de passer d'une économie de rente à une civilisation de bâtisseurs. Bâtisseurs de savoir, de sol, de modèles adaptés à leur réalité. Bâtisseurs d'un rapport au temps long, celui qui accepte de semer sans récolter immédiatement, parce qu'il sait que la véritable souveraineté se mesure à la capacité de durer. La forêt de Bouddha ne cherche pas à impressionner. Elle ne promet pas des rendements spectaculaires ni des résultats instantanés. Elle refuse même, d'une certaine manière, la logique de la performance immédiate. Ce qu'elle vise, c'est la continuité. La capacité à maintenir un effort collectif dans un environnement difficile, année après année, sans céder à la tentation de l'abandon ou du spectaculaire. Cette discrétion est peut-être sa plus grande force. Elle rappelle que les transformations profondes ne font pas toujours de bruit, mais qu'elles modifient durablement les trajectoires. À travers ce projet, une autre vision de la puissance commence à se dessiner. Une puissance qui ne repose pas uniquement sur l'exportation de ressources, mais sur la maîtrise des équilibres entre l'eau, l'énergie, la terre et le savoir humain. Une puissance qui s'inscrit dans un monde en tension, confronté au changement climatique, à l'insécurité alimentaire et à la raréfaction des ressources. Dans ce contexte, un pays capable de transformer son désert en espace d'innovation environnementale ne joue plus un rôle périphérique. Il devient un acteur central des solutions de demain. Mais cette perspective soulève une interrogation plus exigeante que la simple réussite technique. La vraie question n'est peut-être pas de savoir si ce projet va fonctionner à court terme. Elle est de savoir si la société algérienne est prête, collectivement, à soutenir ce type d'initiative sur la durée. 10 ans, 20 ans, 30 ans. Au-delà des changements politiques, des cycles économiques et des impatiences sociales. Car cultiver un avenir exige une constance rare, une fidélité aux idées qui dépassent l'enthousiasme initial. L'avenir de l'Algérie ne se décrète pas dans l'urgence ni dans la réaction. Il se cultive lentement, avec méthode, avec humilité. Racine après racine. Et chaque racine plantée dans ce désert pose une question silencieuse à chacun. Sommes-nous prêts à accompagner cette lenteur, à la défendre, à y contribuer, ou préférons-nous toujours attendre que l'avenir arrive tout fait, ailleurs? Alors dis-nous, si le Sahara, longtemps perçu comme immuable, peut peu à peu redevenir fertile grâce à la volonté humaine, à la science et à la patience collective, qu'est-ce qui t'empêche, toi, aujourd'hui, de planter ta propre contribution à cette Algérie de demain? Est-ce le doute, l'attente, l'idée que l'effort individuel est trop faible face à l'immensité des défis, ou simplement l'habitude de croire que l'avenir se décide toujours ailleurs? Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir ce que le pays peut encore offrir, mais ce que chacun est prêt à lui apporter, même modestement, pour que cette transformation ne reste pas une exception, mais devienne une trajectoire partagée.